Voilà, donc on continue ce cours sur l'espace vectoriel. Donc nous avons une propriété qui s'intéresse aux familles libres et familles liées. Donc on se donne deux familles A et B, deux familles telles que A inclus dans B. Donc je veux juste faire une petite remarque sur cette inclusion-là. Donc normalement le A et le B ce sont des couples, des uplets, des n uplets ou bien des k uplets, donc ça dépend de nombre. Donc cette inclusion normalement dans ce cas n'a pas de sens, sauf si on dit que les vecteurs qui constituent A sont tous des vecteurs de la famille de vecteurs qui constituent le B. Donc cette inclusion donc n'a pas de sens en termes de n uplet. Donc on ne dit pas qu'un n uplet est inclus dans n uplet, dans notre k uplet. Par exemple, un couple est inclus dans un triplet, donc ça n'a pas de sens, mais juste on dit que les éléments qui constituent ce couple, ils sont tous des éléments ils font une partie des éléments des éléments du triplet. Donc c'est dans ce sens qu'on écrit cette inclusion. Donc dans cette propriété, donc on se donne A et B, donc de famille libre. Donc si A il y a la première propriété, si A il y est, ça implique que B est lié. Donc cette propriété, elle est on peut le dire autrement. Donc toute surfamille d'une famille liée est liée. Donc si on a une famille de vecteurs et on ajoute à cette famille d'autres vecteurs, donc on trouve toujours une famille liée, c'est la famille initiale est liée. Donc toute surfamille, donc il y a une sous-famille et il y a une surfamille. Donc une sous-famille c'est une partie de cette famille, et une surfamille donc c'est une famille qui contient la famille précédente. Donc on passe à la deuxième propriété. Donc c'est si B est libre, donc A est libre, donc toute sous-famille toute sous-famille d'une famille libre est libre. Donc si on a une famille libre et on prend une partie de cette famille-là, donc on trouve une famille qui est libre. La troisième propriété, c'est que le singleton 0, donc c'est une famille liée. Donc la propriété suivante, donc si B contient deux vecteurs égaux, alors B c'est une famille liée. Donc si B est libre, alors tous les vecteurs de B sont tous non nuls et distincts de Z. Donc on nous demande de démontrer cette propriété, donc à titre d'exercice. Donc vous pouvez bien faire cette démonstration, donc je pense qu'elle est faisable. Si on prend par exemple la première propriété, donc si on se donne une famille, donc je reviens à la première propriété, donc c'est ça la première propriété, donc on se donne A une famille, si A est lié, alors B est lié, avec sachant que A est inclus dans B. Donc si je prends par exemple les éléments de B, donc la famille la plus grande, donc je prends par exemple ces éléments, ce sont, bien il est constitué par les vecteurs x1 jusqu'à xn, donc x1, x2 jusqu'à xn. Si je suppose par exemple que A il est constitué par le x1 jusqu'à xk par exemple, donc normalement ce ne sont pas les premiers éléments de B, mais juste un choix. On peut faire ce choix, sinon on va renommer les éléments de B de façon à avoir cet ordre-là. Donc cet ordre-là, c'est pas nécessaire qu'il soit de cette façon-là, mais c'est juste un choix qui va nous simplifier la démonstration. Donc on suppose que A est lié. Donc si A est lié, donc ça veut dire qu'il existe un k uplet, donc puisque A est lié, donc A est lié, donc ça implique que il existe alpha 1 jusqu'à alpha, donc alpha k, qui appartiennent à R à la puissance k, tel que donc R à la puissance k moins le 0. Donc le 0 de R à la puissance k, donc c'est
c'est l'élément qui est constitué par les zéros. Donc 0, 0, 0 k fois. Donc c'est le KUplé constitué par des zéros. Donc c'est ça la définition la définition d'une famille. Donc il existe des réellement tous nuls tels que le sigma de alpha i xi avec i varie de 1 jusqu'à k égale le vecteur nul. Le vecteur nul, donc c'est ce vecteur. C'est le vecteur constitué par les zéros. Donc c'est ça la définition d'une famille liée. Donc puisque A est lié, donc on peut trouver un KUplé de réel tel que sigma de alpha i xi égale 0 et ces alpha i ne sont pas tous nuls. Donc il existe au moins l'un des alpha i qui n'est pas nul. Donc nous on va montrer que B est lié. Donc pour montrer que B est lié, donc on doit trouver des KUplés, donc des NUplés, donc puisque B est constitué de n éléments, donc on va trouver des bêta 1 jusqu'à bêta 1 tels que sigma de bêta i xi égale 0 avec i varie de 1 jusqu'à n. Donc ce qu'on va faire ici, c'est juste qu'on va compléter avec des zéros. Donc je peux écrire ça. Donc puisqu'on a cette égalité, donc ça implique que sigma de i égale à 0 égale à 1 jusqu'à k de alpha i xi, je vais ajouter sigma de 0, donc c'est le réel 0 multiplié par xj ou xi, donc c'est juste un indice, ça ne change rien, avec le k. Donc il varie de k plus 1, donc i il varie de k plus 1 égale à k plus 1 jusqu'à 1. Donc ceci est égal à quoi? Donc ceci c'est le vecteur nul. L'autre c'est aussi le vecteur nul. Donc on a 0 puisqu'on a 0 ici, 0 fois n'importe quel vecteur ça donne le vecteur nul, sigma de vecteur nul ça donne le vecteur nul, donc tout ça aussi c'est le vecteur nul. Donc ça donne une somme égale 0 et on sait qu'il existe un certain alpha i ici, alpha k, alpha j par exemple, qui est non nul, donc on déduit que la famille B elle est bien une famille liée. La deuxième propriété, donc si B est libre, donc ça implique que A est libre. Donc faites attention ici qu'on a changé l'ordre. Donc l'ordre de quoi? De B et de A. Donc le A il était en premier, le B en deuxième. Donc dans cette deuxième implication c'est l'inverse. Et on a ici libre. Donc si B est libre, ça implique que A est libre. Donc on va montrer cette implication. Donc pour la montrer, donc on va supposer que B est libre. Donc si B est libre, donc ça veut dire que sigma. Donc si on a B est libre. Donc sigma de alpha i xi avec i varie donc de 1 jusqu'à 1 ça donne 0. Donc on va montrer que B que A est libre. Donc je reviens aux notations que j'ai pris précédemment. Donc j'ai pris x1 jusqu'à xn, c'est ça la famille B. La famille A c'est une sous-famille, donc elle va contenir quelques éléments de la famille B. Donc je m'arrête juste à xk. Donc nous, ce qu'on sait, c'est que B est libre. Donc B est libre, ça veut dire quoi? Que sigma de on a sigma de alpha i xi égale à 0 avec i varie de 1 jusqu'à 1 égale vecteur nul. Donc ça implique que tous les alpha i sont tous nuls. Donc on va montrer que A est libre. Donc pour montrer que A est libre, donc je suppose que sigma de alpha i xi avec le i varie de 1 jusqu'à k égale 0, égale le vecteur nul. Donc je dois montrer que les alpha i égale 0, quel que soit i, égale 1 jusqu'à k. Donc on va montrer cette implication. Est-ce qu'on a vraiment cette implication? Donc pour le montrer, donc on va utiliser ce qu'on a supposé. Donc on a supposé que B est libre. Donc puisque B est libre, donc je vais faire continuer cette sigma avec des zéros de façon à écrire tous les termes de B donc qui vont jusqu'à n. Donc je peux faire suite avec des zéros. Donc puisque ça, donc nous devons trouver ça. Donc sigma, je peux écrire sigma de i égale à 1 jusqu'à k, jusqu'à k de alpha i xi plus
donc sigma de 0 fois xj, oui, xi, donc ça, c'est pas de problème, donc avec le i, il varie, donc le i, il varie de k plus 1 jusqu'à 1. Donc sigma égale 0. Donc cette écriture-là, donc je peux l'écrire sous la forme de sigma des alpha i, xi, avec i varie de 1 jusqu'à n, égale vecteur nul, égale le vecteur nul. Donc puisque b est libre, donc les alpha i sont tous nuls, donc alpha i égale à 0, quel que soit i, égale à 1 jusqu'à n. Donc en particulier, les alpha i qui sont compris entre 1 et k, ils sont tous nuls. Donc la famille, elle est bien, la famille A, elle est bien libre. La troisième propriété, donc la famille constituée par le singleton 0, elle est liée. Donc pourquoi? Donc c'est très simple. Donc on a déjà vu que si je prends la famille 0, donc multiplié par le singleton 0, donc je le multiplie par n'importe quel réel, ça donne le vecteur nul. Donc si je prends par exemple 1, donc 1 fois le vecteur nul égale 0, donc j'ai trouvé une combinaison linéaire de ce vecteur là, donc c'est une combinaison linéaire de ce vecteur là, qui donne le vecteur nul, mais le 1, ce 1 là, il est différent de 0. Donc c'est bien une famille liée. La quatrième propriété, donc si B contient deux vecteurs égaux, ça implique que B est lié. Donc je reviens toujours à la notation de B que j'ai choisi dès le début. Donc c'est le B est constitué par le vecteur x1 jusqu'à xn. Donc on va supposer que B contient deux vecteurs égaux. Par exemple, il existe un i et j de deux indices tels que xi égale à x. Donc supposons que c'est le xi égale à xj. Donc on va montrer que cette famille elle est liée. Donc ce qu'on va faire, donc ça implique que xi moins xj égale le vecteur nul. C'est bien. Donc ça implique que la famille constituée par xi et xj, c'est une famille liée. Donc pourquoi? Donc parce que j'ai trouvé une combinaison linéaire qui est nulle, mais les coefficients sont ici 1 et ici moins 1 sont des coefficients qui sont non nuls, donc elle est nécessairement liée. Donc cette famille elle est nécessairement liée. Donc ce que je vais utiliser ici, donc je vais utiliser la relation A que j'ai montrée au début. Donc si A est lié, donc A c'est une partie de B. Donc si je prends ça, c'est la partie A, donc c'est la famille A. Donc A est lié, donc ça implique que B est lié. Donc on a trouvé que B est lié, donc ça implique que la famille B est liée. On passe à la propriété suivante. Donc B est libre. Donc B est libre implique que tous les vecteurs de B sont tous non nuls et distincts de Z. Donc cette propriété normalement provient de ce qu'on vient juste de voir. Donc on sait que libre c'est l'opposé de lié. Donc c'est la négation. Donc, la négation de libre c'est lié. Donc la négation de libre, donc libre, la négation de libre c'est lié. Donc c'est équivalent à dire qu'il est lié. Donc F n'est pas libre, donc c'est équivalent à dire que F est lié. Donc ce qu'on a vu pour l'instant, que si B contient deux vecteurs égaux, la famille elle est liée. Donc en utilisant la contraposée, donc B est libre implique que B ne contient aucun vecteur, un vecteur qui se répète dans l'écriture de B. Donc tous les vecteurs sont distincts de Z. Donc ils sont distincts de Z. Même chose. Donc si 0 appartient à la famille B, donc pardon, le vecteur nul, si le vecteur nul appartient à la famille B, donc ça implique nécessairement que cette famille elle est liée. Donc d'où on déduit que B libre implique que tous les vecteurs de B sont tous nuls, sont tous non nuls. Donc les vecteurs de B sont tous non nuls et distincts de Z. Donc c'est une propriété qui est très intéressante. Donc on va l'utiliser après pour les exercices. Donc
Rappelez-vous bien de ces propriétés. Donc, une famille libre ne peut pas contenir un vecteur nul. Une famille libre ne peut pas contenir deux vecteurs égaux. Toute sous-famille libre d'une famille, toute sous-famille d'une famille libre est libre. Toute surfamille d'une famille liée est liée. Voilà, donc la démonstration, on vient de le voir. Donc, on passe à la propriété 3. Donc, dans la propriété 3, donc, on a une B égale x1 jusqu'à xn, une famille de vecteurs d'un espace vectoriel réel, E. On a cette équivalence. Donc, B est lié si et seulement si il existe un xk tel que xk est combinaison linéaire des autres vecteurs. Donc, on nous demande de démontrer cette propriété. Donc, pour la démontrer, donc la démonstration n'est pas difficile. Donc, on peut la démontrer en utilisant donc je reviens à la démonstration. Donc, on suppose, voilà. Donc, on suppose que B est lié. Donc, si on parle de B est lié, donc pardon, donc on suppose que B est lié. Donc, puisque B, donc je pose B égale x1 jusqu'à xn, donc c'est la famille B, donc si cette famille elle est liée, donc ça implique qu'il existe alpha 1 jusqu'à alpha n, donc c'est appartenant à Rn, pardon, donc Rn, tel que sigma des, donc Rn moins le signe de pente, 0, 0, moins le vecteur, tel que sigma de alpha i xi égale, avec i varie de 1 jusqu'à n, donc cette somme-là, elle est égale au vecteur nul. Donc le vecteur nul, c'est vecteur nul. Donc si on a donc on a cette implication, pourquoi? Parce que la famille B, elle est liée. Donc puisque les alpha i sont non tous nuls, donc il existe un j tel que alpha j est différent de 2R. Alpha j par exemple, est différent de 2R, donc c'est un réel non nul. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais remettre le alpha i ou bien le alpha j. Donc, je vais remettre d'un côté. Donc, cette relation-là, donc ça implique sigma de i égale à 1 jusqu'à n et i différent de j de alpha i xi égale alpha j xj. Donc, égal à moins alpha alpha j xj. Donc, j'ai remis le alpha j et xj, pardon. Donc, c'est pas xk, donc xj. Donc, j'ai remis le alpha j xj de l'autre côté. Et puisque le alpha j est non nul, donc je peux diviser par alpha j dans cette relation. Et je peux écrire que xj égale, donc le vecteur xj, je peux l'écrire sous la forme de sigma de alpha i. Donc, je vais diviser par le alpha j de l'autre côté, donc elle va être divisée ici, donc c'est alpha j, multiplié par le xi avec i varie de 1 jusqu'à n, et le i est différent de j. Voilà, donc ce que j'ai trouvé que le vecteur xj, c'est les combinaisons linéaires des autres vecteurs, donc c'est bien ça la propriété. Voilà, donc on passe à une autre définition, donc la division d'une base d'un espace vectoriel. Donc c'est quoi une base? Donc on dit que B c'est une base, donc B c'est une famille de vecteurs, on dit que c'est une base si et seulement si tout vecteur s'écrit de façon unique, comme combinaison linéaire des vecteurs de B. Donc si on a tout vecteur, donc tout vecteur de E, il s'écrit de façon unique, donc façon unique, comme combinaison linéaire des vecteurs de B. Donc dans ce cas on dit que B c'est une base. Donc c'est ça la définition d'une base. Donc on dit que B c'est une base si c'est seulement si, donc quel que soit x appartenant à E, il existe un unique. Donc faites attention à l'unicité ici. Donc l'unicité c'est l'unicité qui fait de B une base. Donc il existe un unique alpha 1 jusqu'à alpha n appartenant à n tel que x égale à sigma de alpha i xi.
Donc les réels alpha 1 jusqu'à alpha n sont appelés les coordonnées de vecteur x dans la base, et on écrit x de coordonnées x1, x2 jusqu'à alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n. Donc les coordonnées, donc vous êtes bien habitués à utiliser les coordonnées dans le vecteur du plan, les vecteurs de l'espace qui sont munis d'une base et ij ou bien ij carré dans l'espace. Donc vous êtes bien habitués à l'utilisation des coordonnées. Donc on a qu'on appelle l'abscisse, l'ordonnée et la cote dans le cas de l'espace. Donc on prend des exemples. Donc on a l'espace vectoriel R carré, donc c'est cet espace vectoriel, donc on a déjà vu. Donc B c'est une base, donc c'est simple à le montrer. Donc on a déjà vu dans un exemple précédent que B c'est une famille génératrice. Il existe un unique. Donc on va montrer que soit x appartenant, il existe un unique alpha 1 alpha 2 tel que x égale sigma de alpha i xi. Donc cette existence elle est bien assurée. Donc si je prends un couple xy, donc xy, donc c'est sûr que je peux écrire ce couple xy sous la forme de x1 plus y fois e2. Donc c'est bien que c'est une écriture qui est unique. Et donc tout vecteur de R carré donc appartient à R carré. Donc tout vecteur de R carré peut s'écrire de façon unique sur la forme de combinaison linéaire de vecteurs R et 2, donc c'est une base. Un deuxième exemple c'est R3, donc c'est la même chose, donc c'est un espace vectoriel réel, donc ça c'est une base. Donc pourquoi? Donc si je prends la même chose, donc si je prends x, y, z, donc ce x, y, z appartient à R3, donc je peux l'écrire sur la forme de x1 fois la E1 plus y fois E2 plus z fois E3. Donc cette écriture se fait de façon unique, donc c'est bien une base. Le dernier exemple c'est l'ensemble des nombres complexes. Donc b égale 1 ici une base. Donc pourquoi? Donc c'est la forme algébrique, c'est tout simplement la forme algébrique d'un complexe. Donc si on prend quel que soit z appartenant à c, donc il existe un unique couple AB tel que z égale a plus ib, donc c'est a fois 1 plus b fois i. Donc c'est bien une écriture donc qui est unique. Donc c'est une combinaison linéaire unique avec des coefficients uniques. Donc c'est bien une base. L'exercice 7, donc on nous donne un espace vectoriel, l'espace vectoriel R3. Donc dans cet R3 muni de l'eau plus point. Donc on considère la famille de vecteurs E1 jusqu'à E3 qui sont définis de cette façon-là, donc ces trois vecteurs. Donc on nous demande de vérifier que B c'est une base. Donc pour cela, donc ce qu'on doit faire, donc on va prendre un triplet quelconque, donc un vecteur, donc c'est un vecteur, donc quel que soit un vecteur dans cet espace vectoriel qui est R3. Donc on va montrer qu'il existe un unique triplet de alpha, bêta, gamma, donc appartenant à R3, donc ce sont des scalaires. Ce sont des coefficients, donc à la puissance 3, tel que ce vecteur x, y, z, il s'écrit de façon unique sous la forme de alpha E1 plus bêta E2 plus gamma E3. Donc cette écriture-là, donc c'est simple, donc vous pouvez la trouver. Donc vous allez trouver un système que vous allez résoudre. Donc la résolution du système va vous donner une solution, donc sur la forme. Donc je vais juste vous donner la solution qu'on va trouver. Donc on cherche, est-ce qu'il existe les alpha, bêta, gamma? Donc on cherche alpha, bêta. Donc ce sont les inconnus dans ce système. Donc lorsqu'on fait ce produit plus le produit donc d'un scalaire par un vecteur, donc puis la somme, on va faire que ce vecteur égale à ce vecteur-là. Donc ça veut dire que toutes les composantes sont égales. La première composante égale à la première composante, la deuxième égale à la deuxième, la troisième égale à la troisième, etc. Donc on va trouver un système. Donc un système à trois équations. Donc ce système, je pense donc vous allez le trouver sous la forme alpha plus bêta égale à x, 2 alpha, pardon, c'est 2 alpha moins bêta moins gamma égale y, puis moins bêta plus 2 gamma égale z.
Donc c'est le système que vous allez trouver en faisant ces calculs. Donc je vous conseille de faire bien ces calculs pour s'assurer que vous allez trouver ce système. Donc on va résoudre ce système. Donc on cherche alpha et bêta et gamma. Donc le système il admet bien une solution qui est unique. Donc la solution elle doit être sous la forme x plus z sur 2 sur moins 3. Le bêta, donc c'est quoi le bêta? C'est x plus y moins 2 tiers de x plus z. Et le gamma donc c'est quoi non, ça c'est le, non, pardon, donc ça c'est le gamma. Le premier c'est gamma. Le deuxième c'est alpha. Celui-là c'est alpha. Puis le bêta c'est quoi? Le bêta c'est moins 2 tiers. Moins 2 tiers facteur de x plus y. X plus z. Donc faites vos calculs, assurez-vous que ce système vous donne une solution de ce type-là. Donc on constate que la solution, donc elle existe, elle est unique, donc c'est bien une base. Alors, donc la deuxième question, on nous demande de déterminer les coordonnées de ce vecteur-là dans cette base. Donc on doit chercher alpha, bêta, gamma, tel que U égale alpha fois E1 plus bêta fois E2 plus gamma fois E3. Donc on peut utiliser le système que j'ai écrit donc auparavant, donc je reviens, donc ce système-là, donc en utilisant ce système-là, donc vous allez remplacer le x, le y et le z par les composants de vecteurs, donc 3cx, ça c'est 2, ça c'est 1, donc vous pouvez bien utiliser ce système-là, donc en utilisant le système, donc vous allez trouver les solutions. Donc les solutions elles sont simples, vous allez les trouver, donc vous allez trouver que U et les deux coordonnées, donc je vous donne le coordonnées, donc essayez de vous assurer, donc vous allez trouver que alpha c'est 7 tiers, le bêta ça doit être moins 8 sur 3, le gamma c'est moins 4 tiers, donc c'est ça les coordonnées dans la base B. Donc ce sont les coordonnées, donc les coordonnées du vecteur U dans la base B sont 7 tiers, moins 8 tiers, moins 4 tiers. Donc c'est ça les coordonnées du vecteur B. Donc vous allez faire la même chose donc pour le vecteur V, donc vous allez trouver les coordonnées. Et on passe à la propriété 4. Donc la propriété 4, on nous donne une famille de vecteurs dans l'espace vectoriel E. Donc on a ici une propriété donc qui donne que B est une base. Donc B est une base. Si et seulement si B est libre et génératrice. Donc, on a l'équivalence entre une base, donc pour que B soit une base, il suffit que B soit libre, mais qu'elle soit génératrice en même temps. Donc, on a équivalence, donc cette propriété elle est intéressante, donc parfois, donc on peut préférer utiliser cette propriété pour montrer qu'il est une base, donc utiliser qu'il est libre et génératrice en même temps. Donc, on nous demande de démontrer cette propriété. Donc, la démonstration, donc, je pense qu'elle n'est pas difficile. Je vous la laisse à titre d'exercice. Je vous signale juste pour la démontrer, donc, on va utiliser la double implication. Pourquoi? Parce qu'on a une équivalence. Donc, cette équivalence, donc, on va montrer le sens direct et le sens réciproque. Donc, dans le sens direct, donc, si on suppose que B est une base, donc, ça implique que B est génératrice. Donc, on a B une base, donc, tout vecteur de E s'écrit de façon unique comme combinaison linéaire. Donc, puisqu'il s'écrit comme combinaison linéaire, donc, c'est une famille génératrice. Donc, reste à montrer qu'il est libre. Donc, pour montrer qu'il est libre, vous allez utiliser l'écriture d'un vecteur, du vecteur, si on prend, donc pour qu'elle soit libre, donc je vais juste vous donner l'idée, donc pour montrer que B il est libre, donc on va supposer que sigma de alpha i fois xi égale 0, égale le vecteur nul, avec i varie de 1 jusqu'à n. Donc, ils vont montrer que les alpha i sont nécessairement tous nuls. Donc, pour que B soit libre, il faut que tous les alpha i qu'on a ici, doivent tous être égal à 0. Donc, on va montrer que alpha i égale 0, quel que soit i. Donc, pour cela, ce qu'on va faire, c'est que le 0, on peut aussi l'écrire sous forme de 0 fois
fois xi. Donc 0 fois xi, avec i varie de 1 jusqu'à 1. Donc si je multiplie 0 fois le vecteur xi, ça donne 0, le vecteur nul, la somme des vecteurs nuls, c'est le vecteur nul. Donc on remarque qu'on a pu écrire le vecteur nul de deux façons différentes. Donc d'une part, il est écrit sous forme de cette, et d'autre part, il est écrit sous cette forme. Et puisque B c'est une base, donc l'écriture elle est unique. Ça veut dire que chaque alpha i elle coïncide avec 0, donc tous les alpha i sont nuls, donc on a bien B est libre. Reste à montrer le sens, l'autre sens de l'implication, donc l'implication réciproque. Donc on va supposer que B est libre et B est génératrice, on va montrer que B est une base. Donc je pense que je vous laisse le soin de faire cette implication, elle est faisable. Voilà, donc on passe à une autre propriété. Donc si on a un espace admet une, voilà, donc c'est une définition, une propriété en même temps. Donc si on a un espace vectoriel qui admet une base, et cette base elle est formée de n vecteurs, donc de x1 jusqu'à xn par exemple, donc toutes les bases, c'est ça la propriété, toutes les bases sont formées du même nombre de vecteurs. Donc si j'ai un espace vectoriel, si je trouve une base d'un certain espace vectoriel, donc nécessairement toutes les bases, n'importe quelle autre base, elle doit avoir le même nombre de vecteurs dans cette base. Donc son nombre de vecteurs, il est appelé, le nombre de vecteurs d'une base, il est appelé la dimension de E, et on le note dim, c'est-à-dire dimension, on est une dimension de E égale, on le lit, dimension de E égale à n. On a ici des exemples, donc on a déjà vu que R carré, donc on a vu que 1 E dessus une base, donc sa dimension c'est 2, donc dimension de R carré c'est 2. Même chose, donc pour l'ensemble des matrices, donc on considère cette famille de matrices A1, A2 jusqu'à A3 qui est formée des matrices de ce type. Donc on a une seule position et toutes les autres sont des zéros. Donc même chose, donc on a 1 dans la deuxième position et le tout c'est des zéros. A3 c'est la même chose, donc on a un ici et le reste ce sont des zéros. A4 on a un ici et le reste ce sont des zéros. Donc vous vous rendez compte bien de cette famille là. Donc cette famille c'est une base. Donc c'est une base de l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans R. Donc vous pouvez bien vous assurer de ça. Donc vous pouvez bien montrer que toute matrice carrée d'ordre 2 peut s'écrire sous forme de façon unique, sous forme de combinaison linéaire de ces quatre matrices. Donc si je prends une matrice quelconque, je la nomme par exemple A, quelle que soit une matrice, donc il existe alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, tel que A égale alpha 1 fois A1 plus alpha 2 A2 plus alpha 3 A3 plus alpha 4 A4. Donc c'est simple à démontrer. Donc puisque ça c'est une base, donc on a nécessairement que la dimension de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 c'est 4. Donc même chose donc pour les matrices carrées d'ordre 3, donc on peut démontrer que sa dimension est 9. Donc c'est une méthode qui est semblable à ce qu'on vient de voir ici. On peut écrire des matrices semblables de 1 jusqu'à 9, semblables aux matrices que je viens de citer ici dans cette place. Voilà, donc on passe à l'exercice 9. Donc l'exercice 9, donc soit un ensemble, donc on me donne l'ensemble des fonctions, soit l'ensemble des fonctions numériques de f définies sur R. Donc on de cette façon, donc elles sont définies par f de x égale a x cosinus x plus b sinus x, avec a et b sont des polynômes de degré inférieur ou égal à 1. Donc on me demande de montrer que c'est un espace vectoriel, plus la somme c'est la somme des matrices et la somme des fonctions. Et la loi externe c'est le produit d'un réel par le produit d'une fonction par un réel. La deuxième question, on considère la famille f égale à f1 jusqu'à f4, donc qui sont définies de cette façon. Donc f1 c'est cosinus, f2 c'est sinus, f3 c'est x cosinus, f4 c'est x sinus x. Donc ce sont les quatre éléments de la famille B. Donc la question nous demande de montrer que B est bien une base de cet espace vectoriel et déduire de la dimension. Donc si on arrive à montrer que c'est une base, donc la dimension de E, donc c'est 4, donc la dimension de E
dimension de cet espace vectoriel, ça doit être 4, donc c'est le cardinal de la famille de la base, donc qui est 4, donc la dimension est bien 4. Donc je vous laisse le soin de faire cet exercice. Il y a aussi, il reste une dernière question, donc dans cet exercice, c'est que on nous demande de montrer que la fonction h, qui à chaque x va correspondre au cosinus x plus a, c'est un vecteur qui appartient à E. Donc c'est un vecteur, donc cette fonction h, cette fonction h qu'on a ici, donc on peut l'écrire sous cette forme-là, pour qu'elle soit donc ce qu'on va utiliser ici, c'est juste des formules de transformation que vous avez vues en trigonométrie, donc en première année sciences maths, donc la méthode elle est simple, puis déduire les coordonnées. Donc cette écriture va nous donner les coordonnées de h dans la base. Voilà, donc on passe à une autre propriété, donc la propriété, donc si on se donne un espace vectoriel réel de dimension 2, et si on a B, c'est une base, donc si on a une base de B constituée par deux vecteurs donc puisque les deux vecteurs, pourquoi? Parce que la dimension c'est 2, et si on se donne deux autres vecteurs, donc avec U, les deux coordonnées A, B dans la base B, et le vecteur V', et les deux coordonnées A', B' dans la base B aussi. Donc, cette propriété, elle est très intéressante, donc rappelez-vous bien de cette propriété. Donc, si on a UV sur une base, donc pour montrer que UV est une base, d'accord? Voilà, donc pour montrer que UV c'est une base de E, donc on va montrer que UV c'est équivalent à dire que la famille UV est juste libre. Normalement, pour qu'il soit une base, elle doit être libre et génératrice. C'est ce qu'on vient de voir dans la propriété précédente. Donc la famille elle est libre et génératrice. Donc je reviens à voilà, c'est ça. Donc c'est cette propriété. Donc c'est cette propriété-là. B c'est une base, c'est seulement aussi. Voilà, B c'est une base, c'est seulement aussi. B est libre et génératrice. Voilà, donc je reviens à l'exercice. Donc voilà, donc on a eu, c'est une base. Normalement, c'est équivalent à dire qu'elle est libre et génératrice. Mais remarquez ici qu'on on doit juste montrer qu'il est libre. Pourquoi? Parce que cette base, elle contient deux vecteurs. Donc la base, elle contient deux vecteurs. Deux vecteurs. Donc le nombre de vecteurs dans cette famille, c'est 2. Et 2, c'est quoi? C'est la dimension de l'espace vectoriel. Donc si on a une famille qui contient comme nombre de vecteurs la dimension de l'espace vectoriel, il suffit de montrer qu'elle est juste libre. Et pour montrer qu'il est libre, donc pour montrer qu'il est une base, donc on a une deuxième méthode pour montrer que c'est une base. Donc il suffit de montrer que le déterminant de ces coordonnées dans la base AB, A'B', donc on écrit AB, A'B', juste que ce déterminant est différent de 0. Donc il est différent de 0, n'est pas égal à 0. Donc on a une propriété équivalente en cas de dimension 3, donc c'est en dimension 3, donc on a la même propriété. Donc la dimension c'est 3, donc on a la base IJK, on a trois vecteurs U, V et W qui sont définis par leurs coordonnées dans la base B, donc le coordonnée A'B' dans la base B, le coordonnée dans la base B. Donc trois vecteurs qui sont non nuls, donc nécessairement ils sont non nuls, sinon ça ne peut pas être une base, donc si une famille contient le vecteur nul, donc on vient de le voir, si elle contient le vecteur nul, donc il n'est pas libre. S'il n'est pas libre, il ne peut pas être une base. Donc, pourquoi? Parce que base, c'est équivalent à dire qu'elle est libre et génératrice à la fois. Donc, pour notre cas, nous avons UV c'est une base, donc E c'est équivalent à dire que UV est libre. Donc, c'est la même remarque, donc normalement c'est libre plus génératrice, mais puisque le cardinal ici, le cardinal de la base, le cardinal c'est 3, donc il y a 3 vecteurs dans ce cardinal, et 3 c'est quoi? C'est la dimension de l'espace vectoriel, donc c'est égal à la dimension de l'espace vectoriel, donc il suffit de montrer qu'elle est juste libre, c'est juste qu'elle est libre, donc pour montrer que c'est une base. Donc, et pour montrer qu'elle est une base, donc on va montrer juste que le déterminant, donc le vecteur U, le vecteur V, le V, donc on écrit, on calcule le déterminant. Si on trouve que ce déterminant est différent de 0, c'est bien une base. C'est une base.
Donc c'est une propriété intéressante, donc rappelez-vous bien de cette propriété, vous en servirez bien donc dans les exercices d'espace vectoriel. Donc on a ici des exemples, donc des exemples d'application. Donc on a ici donc R carré, donc on considère dans R carré la famille UV. Donc on sait déjà que R carré donc admet une base, c'est la base canonique qu'on a noté déjà E1 E2, c'est E1 c'est la paire 0,1, donc le couple 0,1, et le vecteur E2 c'est le vecteur donc 1 0 0 1. Donc ce sont les deux vecteurs de la base canonique. Elle s'appelle la base canonique. Ici nous avons deux autres vecteurs. Donc ces deux vecteurs, ils sont de coordonnées 1 moins 2 dans la base canonique qu'on vient de voir, et 3 1 dans la même base canonique. Donc on va voir si cette famille elle est une base. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le déterminant. Donc le déterminant, donc vous savez calculer le déterminant de vecteurs. Ça donne 7 différents de 0, donc elle est bien libre. Donc puisqu'elle est libre, et dimension, donc libre plus la dimension de la base égale à 2, donc elle est bien une base. Donc même chose ici dans cet exemple, donc une base qui contient 3 vecteurs, ils sont définis par la coordonnée. Donc si on calcule ce déterminant, donc vous savez bien comment calculer le déterminant. Ça donne 68 qui est différent de 0, donc c'est bien libre, et puisque la dimension c'est 3, donc c'est bien une base de cet espace vectoriel. On passe à un dernier paragraphe, c'est le sous-espace vectoriel.